Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Pleurer au supermarché de Michel Zauner, lu par Aoife Heinz. Chapitre 1. Je vais chez H-Mart pour pleurer. Depuis que maman est morte, je pleure dans les rayons du H-Mart. H-Mart est une chaîne américaine de supermarchés asiatiques. Le H évoque une expression coréenne, anarum, qui signifie plus ou moins les bras chargés de victuailles. H-Mart, c'est le lieu de rassemblement de tous les jeunes venus étudier aux États-Unis, car ils y trouvent la marque de nouilles instantanée qui leur rappellera le goût du pays. C'est là que les familles coréennes achètent leurs pâtes de riz en rondelles pour le tteokguk, le bouillon de bœuf du Nouvel An. C'est le seul endroit où l'on puisse acquérir des bocaux géants d'ail égoussé, car c'est le seul supermarché qui a conscience de la quantité d'ail phénoménale nécessaire pour cuisiner nos plats. H-Mart représente la liberté de s'échapper du rayon unique de la section exotique des épiceries classiques. Ici, personne ne range les boîtes de haricots en conserve Goya à côté des bouteilles de sriracha. En revanche, on peut m'y trouver en larmes du côté des réfrigérateurs à Banchan, parce que je m'y serais souvenu du goût des œufs confits à la sauce soja et de la soupe de radis froide de ma mère. Ça vaut aussi pour le rayon congélation où un sachet de disques à raviolis me rappellera toutes ces heures passées avec elle à la table de la cuisine, à replier la fine pâte de riz sur une garniture de porc émincée à la ciboulette. On peut également me voir sangloter dans le coin épicerie, torturée par cette question. Suis-je encore coréenne si je n'ai plus personne à qui demander la référence des algues déshydratées de mon enfance? Ayant grandi aux États-Unis avec un père caucasien et une mère coréenne, j'ai toujours compté sur ma mère pour l'accès à notre héritage culturel. Si elle ne m'a jamais vraiment appris à cuisiner, les Coréens ont tendance à renier les mesures universelles pour ne fournir que des instructions cryptiques dans la veine de « ajoute de l'huile de sésame jusqu'à obtenir le même goût que maman ». Elle m'a transmis un appétit typiquement coréen. Cela implique un respect envers la bonne nourriture et une prédisposition à manger pour compenser mes émotions. À table, on avait le sens du détail. Il fallait que le kimchi ait l'astringence parfaite, que le samgyeopsal grésille à souhait. Un ragoût digne de ce nom était forcément en ébullition. Le concept de prévoir en amont les repas de la semaine était un affront à notre mode de vie. Chez nous, les jours passaient au fil des envies culinaires. Il nous arrivait de nous nourrir exclusivement de soupe de kimchi pendant 3 semaines d'affilée, jusqu'à ce que cette obsession soit remplacée par une autre. Notre appétit fluctuait en fonction des saisons et des fêtes. À l'arrivée du printemps et des beaux jours, on installait le réchaud sur la terrasse pour faire frire des lamelles de poitrine de porc en plein air. La tradition voulait qu'on déguste du byokgu pour mon anniversaire, un bouillon généreusement garni d'algues, chargé en nutriments, d'abord servi aux femmes après l'accouchement et que les enfants consomment ensuite en hommage à leur mère. C'est en cuisine que ma mère exprimait son amour. Sous ses airs insensibles et ses critiques, malgré la pression de ses attentes irréalistes, sa tendresse irradiait des pique-niques qu'elle me préparait pour l'école et des plats qu'elle concoctait exactement comme je les aimais. Je parle à peine coréen, mais dans les rayons de chez H-Mart, j'ai l'impression d'être bilingue. Je caresse les melons et les radis en prononçant leurs noms à haute voix. Chamue, Danmuji. Je remplis mon caddie de tous les snacks aux paquets colorés et brillants décorés de cartoons familiers. Je pense à la fois où maman m'a montré comment plier en forme de pelle la petite carte en plastique fournie dans les sachets de Jolly Pong pour piocher les grains de riz soufflés au caramel et les verser dans ma bouche, et sur mon t-shirt, et partout dans la voiture. Je la revois me décrire les friandises de son enfance, tandis que je l'imaginais à mon âge. Je voulais copier ses goûts, fusionner complètement avec elle. Mon deuil m'engloutit par vagues, que vient souvent déclencher quelque chose de banal. Je suis capable de vous parler sans ciller de la période où j'ai vu les cheveux de ma mère tomber par poignées dans la baignoire, ou bien des 5 semaines passées à camper dans sa chambre d'hôpital. Mais croisez-moi chez H-Mart, face à un gosse qui galope dans les rayons, brandissant un long sachet en plastique transparent de Pwong Twiggy dans chaque main, et je craque. Ces mini-frisbees de riz soufflé représentent toute mon enfance, époque heureuse où ma mère était encore là, et où l'on grignotait après l'école ces sortes de disques à la texture de polystyrène, dont les petits morceaux friables comme des chips de calage se dissolvaient sur la langue. Il me suffit pour pleurer de voir une mamie coréenne manger ses nouilles aux fruits de mer en se débarrassant des têtes de crevettes et des coquilles de moules dans le couvercle en métal du bol de riz de sa fille. Ses cheveux gris frisés, ses pommettes protubérantes comme le bombé de 2 pêches,
ses sourcils tatoués qui prennent une couleur rouille à mesure que l'encre s'efface. Je me demande alors à quoi ma mère aurait ressemblé à 70 ans. Si elle avait fini avec la même permanente qu'adoptent toutes les grand-mères coréennes, comme si c'était l'évolution capillaire naturelle chez nous. Je visualise nos bras entrelacés, sa frêle silhouette appuyée contre la mienne dans l'escalator pour atteindre la cafétéria. Toutes deux vêtues de noir. Comme à New York, dirait-elle, avec son imaginaire new-yorkais figé à l'époque de diamants sur canapé. Elle arborerait à l'épaule le sac en cuir matelassé Chanel dont elle avait rêvé toute sa vie, au lieu des contrefaçons qu'elle négociait dans les petites rues d'Itaewon. Ses mains et son visage colorés légèrement sous l'effet des crèmes anti-rides d'une émission de téléachat. Elle porterait les baskets montantes à talons compensés dont je trouvais le goût douteux. Michel, en Corée, elles font fureur chez les stars. Elle arracherait une peluche de mon manteau et ses critiques pleuvraient. Ma mauvaise posture, mes chaussures trop usées, et ma peau qui aurait bien besoin que je me serve de son soin à l'huile d'argan qu'elle m'a acheté. Mais on serait ensemble. À vrai dire, il y a beaucoup de colère en moi. J'en veux à cette vieille coréenne que je ne connais pas. Je lui en veux car elle est encore là, alors que ma mère n'a pas cette chance. Comme si la survie de cette inconnue avait un quelconque lien avec ma perte. Je lui en veux qu'une femme de l'âge de ma mère puisse encore avoir une mère. Pourquoi est-elle ici à aspirer bruyamment les nouilles pimentées de son jampong alors que ma mère n'est plus là? Je ne suis probablement pas la seule à réagir ainsi. La vie est profondément injuste, et il est plus facile parfois d'en vouloir à une personne au hasard. Mon deuil est une pièce sans porte dans laquelle je suis enfermée, seule. À chaque fois que je me souviens que ma mère est morte, j'entre en collision avec un mur qui refuse de céder. Il n'y a pas d'échappatoire, rien qu'une surface compacte que je ne cesse de percuter, encore et encore. Un rappel d'une vérité immuable. Je ne reverrai jamais ma mère. Les supermarchés de la chaîne H-Mart sont en général situés en périphérie de l'agglomération. Ils concentrent toute une zone commerciale de préfabriqués linéaires qui accueillent des boutiques et des restaurants asiatiques de bien meilleure qualité que ceux que l'on trouve en ville. Des établissements coréens généreux où la table croule sous les copieuses portions de banchan, forçant à jouer à un Tetris sans fin avec les 12 minuscules assiettes d'anchois frits, de concombres farcis et de pickles de tous les légumes imaginables. Rien à voir avec le boui-boui asiatique minable près de votre bureau, où l'on vous sert un bibimbap avec du poivron, et où l'on vous regarde de travers si vous osez réclamer une coupelle supplémentaire de leur pousse de haricots mingo toute flétrie. Là, on parle du vrai resto coréen. Impossible de se tromper de direction, car des signes balisent le chemin. Au fil du pèlerinage, les lettres des enseignes commencent progressivement à se muer en symboles qui divisent ceux qui sont capables ou non de les déchiffrer. C'est là que mes connaissances niveau primaire en coréen sont mises à l'épreuve. Suis-je encore assez rapide pour lire à voix haute les voyelles au volant? 6 ans de vendredi soir passés à apprendre le coréen, au Hangulakyo, et c'est tout ce dont je puisse me vanter. Je suis en mesure de lire les panneaux des églises, d'un cabinet d'ophtalmologie et d'une banque. Encore quelques rues, et l'on arrive en plein cœur. Soudain, c'est un autre pays. Tout le monde ici est asiatique. Un essaim bourdonnant de différents dialectes qui se croisent comme des fils téléphoniques invisibles. Les seuls mots affichés en anglais universel sont hot pot et liquors. Et même eux sont ensevelis sous un assortiment de glyphes et de graphèmes, décorés d'un dessin de tigre et de hot dog dansant. À l'intérieur d'un centre commercial H-Mart, on trouve toujours une sorte de cafétéria, une boutique d'électroménager et une pharmacie. En général, il y a aussi un comptoir de cosmétiques où l'on peut acheter du maquillage coréen et des crèmes à l'extrait de bave d'escargot ou d'huile de caviar, ou encore un masque soin du visage qui se réclame vaguement d'une composition au placenta. Le placenta de qui? On se le demande. Il y a souvent une boulangerie pseudo-française qui sert un café filtre insipide, du bubble tea et propose un assortiment de pâtisseries luisantes de sucre qui ont toujours l'air meilleures qu'elles ne le sont. Depuis quelque temps, je fréquente le H-Mart de Elkins Park, une ville au nord-est de Philadelphie. Ma routine du week-end consiste à y déjeuner, puis y faire le plein de courses pour la semaine, et enfin de cuisiner au dîner ce que les arrivages de frais m'auront inspiré. Le H-Mart d'Elkins Park s'étend sur 2 niveaux. Le supermarché est au rez-de-chaussée et la cafétéria au premier. À l'étage, on trouve plusieurs comptoirs, avec chacun sa spécialité. Un pour les sushis et un strictement chinois. Un autre propose le traditionnel jjigae coréen, un ragoût en ébullition servi dans un tteokbokki, une casserole en terre cuite qui fait l'effet d'un mini chaudron et permet à la soupe de bouillir encore 10 bonnes minutes à table.
Un petit stand de street food vend des ramen coréens, un simple pot de nouilles instantané Shin-Cup au piment, agrémenté d'un œuf cassé directement dans le gobelet en carton, des raviolis vapeur géants à la pâte moelleuse farcis de porc et de vermicelle de haricots mingo, et un tteokbokki composé de rondelles épaisses de pâte de riz à la consistance élastique cuite dans un bouillon avec des bâtonnets de pâte de poisson, des flocons de piment et du gochujang, une pâte de soja fermentée au piment qui appartient à la triade mère des sauces utilisées dans quasiment tous les plats coréens. Enfin, mon comptoir préféré, la cuisine fusion sino-coréenne qui sert du tansuyu, du porc frit nappé d'une sauce aigre-douce translucide orange et brillante, de la soupe de nouilles aux fruits de mer, du riz sauté et des nouilles à la sauce de haricots noirs. La cafétéria est l'endroit parfait pour observer les autres tout en aspirant les nouilles d'un jjajangmyeon, bien gras et bien salé. Je pense alors à mes proches restés en Corée, quand ils étaient encore tous en vie. La cuisine sino-coréenne était toujours la première chose que l'on mangeait, ma mère et moi, en débarquant à Séoul après 14 heures de vol. Ma tante téléphonait au restaurant chinois et 20 minutes plus tard, son interphone diffusait la mélodie électronique de la lettre à Élise pour annoncer l'arrivée du livreur. L'homme ne prenait pas le temps d'ôter son casque de moto et montait aussitôt, portant une grande boîte carrée en acier. Une fois devant l'appartement, il faisait coulisser la trappe de la boîte pour en sortir des bols empilés de nouilles et de beignets de porc, ainsi que les contenants de sauce. Les opercules en plastique concave perlaient de condensation. On les arrachait des bols pour verser le délice noir de l'épaisse sauce de haricots sur les nouilles et répandre celle luisante, collante, translucide et orange sur le porc frit. Assise en tailleur sur le sol de marbre froid, on engloutissait le tout à grand renfort de bruit de bouche, piochant allègrement dans les plats. Mes tantes, ma mère et ma grand-mère jacassaient en coréen. Je les écoutais sans rien y comprendre, embêtant régulièrement ma mère pour qu'elle traduise. Parmi tous les clients de H-Mart, je me demande sur lesquels pèse l'absence de leur famille. Combien pensent à leurs proches en apportant à table leur plateau chargé. Je me demande s'ils mangent pour faire perdurer ce lien, pour rendre hommage à d'autres à travers la nourriture. Lesquels parmi eux n'ont pas pu rentrer au pays cette année ou cette décennie. Lesquels, comme moi, pleurent des disparus à jamais. Des étudiants chinois expatriés déjeunent ensemble. Ils se sont regroupés dans le bus au départ du centre-ville et se sont enfoncés pendant 45 minutes dans la banlieue d'un pays étranger, tout ça pour une soupe de raviolis. À la table voisine, 3 générations de femmes coréennes dévorent 3 ragoûts différents. Filles, mères et grand-mères plongent leurs cuillères dans tous les bols, tendent le bras pour atteindre le plateau d'en face, plantent leurs coudes dans le visage des autres pour picorer des banchan avec leurs baguettes. Aucune ne tient compte ni même ne semble avoir jamais songé au concept d'espace personnel. Un jeune homme blanc et sa famille gloussent en chœur. Ils s'essayent à prononcer le menu. Le fils explique à ses parents la composition de leur plat. Peut-être un militaire en poste à Séoul ou un assistant de langue qui y a enseigné l'anglais. Peut-être est-il le seul des siens doté d'un passeport. Peut-être est-ce le moment où sa famille décidera qu'il est temps pour eux de voyager et de découvrir ces choses par eux-mêmes. Il y a aussi un garçon asiatique qui épate sa copine en lui ouvrant les portes d'un monde de saveurs et de textures nouvelles. Il lui apprend à déguster le bulnenmiang, une soupe de nouilles glacée qui a meilleur goût quand on y ajoute du vinaigre et de la moutarde chinoise au piment. Il lui raconte comment ses parents sont arrivés dans ce pays, évoque sa mère qui lui préparait ce plat à la maison, mais sans courgettes, qu'elle remplaçait par des radis. Un vieil homme boitille vers une table où il demandera la bouillie de poulet et ginseng qu'il mange probablement tous les jours ici. La sonnette retentit pour que les clients aillent récupérer leurs commandes. Derrière les comptoirs, des femmes coiffées de visières travaillent sans s'arrêter. C'est un endroit merveilleux, sacré. Une cafétéria peuplée de gens du monde entier, déplacés dans un pays étranger, chacun portant une histoire singulière. D'où viennent-ils? Quelle distance ont-ils parcouru? Pourquoi sont-ils là? Pour trouver le galanga qu'aucun supermarché américain ne vend afin de préparer le curry indonésien dont raffolait leur père? Pour acheter les gâteaux de riz de la célébration de Jessa en l'honneur d'un proche défunt? Pour assouvir, un jour pluvieux, une fringale de tteokbokki, éveillée par le souvenir d'un encas de fin de soirée sous la tonnelle d'un pujang matcha dans le quartier de Myeongdong. On ne parle pas de ça entre nous. Jamais un regard compatissant n'est échangé. On mange, en silence. Mais je sais ce qui nous réunit. L'envie commune de retrouver un peu de la maison ou un peu de notre identité. On en cherche la saveur dans les menus de la cafétéria et dans les ingrédients des rayons. Puis chacun rentre chez soi. Chacun rapporte son butin dans un dortoir de fac ou une cuisine de banlieue,
pour recréer le plat qui n'aurait pas pu naître sans ce pèlerinage. Notre quête n'a pas de sens dans les rayons de Trader Joe's. H-Mart, c'est là que les membres d'une communauté se rassemblent sous un même toit odorant, portés par la certitude d'y dénicher ce qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Dans la cafétéria d'H-Mart, en cherchant l'inspiration pour le premier chapitre d'un essai sur ma mère, c'est mon identité que je retrouve. Je suis assise à côté d'une mère coréenne et de son fils, qui, on sans le savoir, choisit la table voisine d'une fontaine à larmes. Le fils récupère sagement les couverts au comptoir et les place sur les serviettes en papier. Il a pris du riz sauté et elle du solungtan, un bouillon d'os de bœuf. Il doit avoir la vingtaine, mais sa mère lui dispense toujours ses instructions sur la bonne manière de manger, comme la mienne le faisait avec moi. Trempe l'oignon dans la sauce. Doucement avec le gochujang, ce sera trop salé. Pourquoi tu ne touches pas à tes haricots mango? Certains jours, je trouvais insupportables ces remarques incessantes. Arrête, laisse-moi manger tranquille. Mais la plupart du temps, j'y voyais le témoignage ultime d'une tendresse maternelle à la coréenne, et je chérissais cet amour. Aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour qu'on me le rende. La mère du garçon transfère des morceaux de bœuf de sa cuillère à la sienne. Il a l'air fatigué et lui décroche à peine quelques mots. J'aimerais lui dire combien ma propre mère me manque, qu'il ferait mieux d'être sympa avec la sienne et de garder en tête que la vie ne tient qu'à un fil, que celui-ci peut se rompre à tout moment. Je voudrais lui conseiller d'emmener sa mère chez le médecin pour vérifier qu'il n'y a pas une petite tumeur qui grossit en elle aussi. En 5 ans, le cancer m'a pris ma tante et ma mère. Alors, quand je vais chez H-Mart, ce n'est pas pour les sèches ou les cébettes à $1 les 3 bottes. J'y cherche mon enfance, des preuves que la coréenne en moi n'est pas morte avec elle. H-Mart est le pont qui me guide loin des visions cauchemardesques du crâne glabre de la chimio, des corps squelettiques et du décompte des doses d'hydrocodone. H-Mart me rappelle les femmes belles et pleines de vie qu'elles étaient, avant, quand elles agitaient leurs 10 doigts parés de céréales au miel changu en guise de bague et m'apprenaient à aspirer la chair du raisin coréen sans la peau pour en recracher les pépins. Chapitre 2. Garde tes larmes. Ma mère est morte le 18 octobre 2014, une date que j'oublie à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi exactement, si par déni je refuse de m'en souvenir, ou si, au vu de tout ce que nous avons enduré, le jour précis semble finalement insignifiant. Elle avait 56 ans. J'en avais 25, un âge qui, d'après ce qu'elle me répétait depuis des années, promettait d'être mémorable. C'est à cet âge qu'elle a rencontré mon père, l'âge de leur mariage, l'âge où elle a quitté sa terre natale, sa mère, ses 2 sœurs, pour ouvrir un chapitre charnière de sa vie d'adulte. L'âge où elle a fondé la famille qui allait la définir. Pour moi, ce devait être l'âge où tout était censé s'arranger. L'année de mes 25 ans est celle où sa vie a pris fin, et la mienne s'est effondrée. Parfois, je culpabilise d'hésiter encore sur cette date. Quand l'automne arrive, je remonte le fil de la pellicule de mon téléphone pour retrouver les photos de sa tombe et confirmer les chiffres gravés derrière les bouquets multicolores que j'y dépose depuis 5 ans. Ou bien je me résous à googler la nécrologie que j'ai oublié d'écrire moi-même, afin de me préparer obstinément à invoquer cette émotion qui n'est jamais tout à fait celle que je suis censée ressentir. Mon père, quant à lui, a une obsession calendaire. Une sorte d'horloge interne qui vrombit sans faute à l'approche de chaque anniversaire de vie, de mort, de mariage. Et au moment des fêtes, son moral s'assombrit inconsciemment la semaine qui précède, et très vite il m'inonde de messages Facebook pour se lamenter sur l'injustice de la vie et sur cette douleur que je ne pourrai jamais comprendre d'avoir perdu sa meilleure amie. Puis il remonte en selle sur sa moto et arpente les rues de Phuket, où il a pris sa retraite 1 an après la mort de maman, pour combler le vide de son absence à l'aide de plages ensoleillées, de street food à base de fruits de mer et de jeunes filles incapables d'épeler le mot « problème ». Ce que je n'oublie jamais, en revanche, c'est ce que mangeait ma mère. Presque toujours la même chose. La moitié d'un sandwich toasté de pain de seigle au steak haché au fromage fondu, avec des frites, que l'on partageait au Terrace Café après une journée de shopping. Le thé glacé sans sucre, dans lequel elle déversait un demi-sachet d'édulcorant en poudre, tout en jurant que jamais elle n'en consommait par ailleurs. Le minestrone de l'Olive Garden, qu'elle commandait bouilli, pas bouillant et allongé. Pour les grandes occasions, la demi-douzaine d'huîtres avec des miniatures de champagne et de la soupe à l'oignon, bouillie, commandée chez Jake's à Portland. Elle était peut-être la seule personne au monde à réclamer des frites bouillies au drive-in du McDonald's en toute naïveté.
Il y avait aussi le jampong, la soupe de nouilles aux fruits de mer pimentés avec supplément légumes du café Séoul, qu'elle appelait toujours le Séoul Café, en transposant la syntaxe de sa langue maternelle. Elle adorait les châtaignes rôties en hiver, malgré les ballonnements qu'elles lui provoquaient. Elle aimait grignoter des cacahuètes salées pour accompagner une bière légère. Elle pouvait boire 2 verres de chardonnay par jour, mais un 3e la rendait malade. Elle agrémentait sa pizza de piment confit. Au restaurant mexicain, elle réclamait des jalapeños émincés en garniture et précisait toujours qu'il fallait que les condiments soient servis à part. Elle détestait la coriandre, les avocats et les poivrons. Elle était allergique au céleri. Elle mangeait rarement sucré, mais faisait une exception pour un gros pot de Häagen-Dazs goût fraise, un sachet de bonbons gélifiés à l'orange, 1 ou 2 truffes au chocolat d'un coffret See's en période de Noël et le cheesecake à la myrtille de son anniversaire. Elle grignotait peu et ne prenait pas de petit déjeuner. Elle préférait le salé. Je me souviens très nettement de toutes ces choses, car c'était ainsi que ma mère témoignait de son amour. Pas avec de pieux mensonges, ni avec des mots d'encouragement et d'affection, mais par une observation fine de ce qui apportait de la joie aux autres. Elle conservait cette information soigneusement pour les mettre à l'aise et les choyer sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Ceux qui préfèrent le ragoût noyé dans du bouillon, les sensibles au piment, ceux qui détestent les tomates, les allergiques aux fruits de mer, les grands mangeurs, elle n'oubliait rien. Elle se souvenait du banchan dont on avait vidé la coupelle en premier, de sorte qu'au prochain passage à la maison, elle en prévoyait une portion double, ainsi que de toutes ses prédilections qui constituent une identité. En 1983, en réponse à une annonce publiée dans le journal The Philadelphia Inquirer, qui proposait sobrement une opportunité à l'étranger, mon père s'est envolé pour la Corée du Sud. Il s'est avéré sur place que cette opportunité consistait en une formation à Séoul pour vendre des voitures d'occasion à l'armée américaine. L'entreprise lui avait réservé une chambre au Neja Hotel, une institution sur le site de la base américaine du Yongsan District, où ma mère travaillait à la réception. Elle est, j'imagine, la première Coréenne qu'il ait rencontrée. Après 3 mois à se fréquenter, à la fin de la formation, mon père lui a demandé sa main. Ils ont vécu dans 3 villes de 3 pays différents au milieu des années 1980, à Misawa, à Heidelberg et de nouveau à Séoul, où je suis née. 1 an plus tard, Ron, le frère aîné de mon père, lui a proposé de rejoindre sa société de transport et de logistique. Ce poste représentait une perspective de stabilité face à notre déménagement intercontinental biannuel, et c'est ainsi que nous avons immigré quand j'avais tout juste 1 an. Ma famille s'est installée à Eugene, dans l'Oregon, une petite ville étudiante sur la côte nord-ouest du Pacifique. L'agglomération se trouve près des montagnes Kalapuya, source de la rivière Willamette, qui court sur 240 km vers le nord pour se jeter dans le fleuve Columbia. Creusant ses sillons entre la chaîne des Cascades à l'est et la chaîne côtière de l'Oregon à l'ouest, la rivière trace une vallée fertile où des dizaines de milliers d'années plus tôt, les crues de la période glaciaire ont déferlé depuis le lac Missoula, traversant l'est de l'État de Washington et charriant dans leurs eaux un humus riche et des roches volcaniques qui maintenant composent des couches sédimenteuses de terre alluviale adaptées à une large variété de cultures agricoles. La ville en elle-même est capitonnée de verdure. Collée contre les berges de la rivière, elle s'étend sur les collines abruptes et les forêts de pins du centre de l'Oregon. Le climat est doux, bruneux et gris pour l'essentiel de l'année, puis laisse place à un été luxuriant et radieux. Il pleut sans arrêt, et pourtant je n'ai encore jamais vu un seul Oregonien équipé d'un parapluie. Fiers de l'abondance de leurs terres, les Eugéniens entretenaient déjà une passion pour les cultures locales, bio et de saison, bien avant que cela ne redevienne tendance. Les pêcheurs à la ligne ne sont pas en reste dans les eaux fraîches peuplées de saumon chinook au printemps et de truites arc-en-ciel en été. Les estuaires offrent une réserve foisonnante toute l'année de tendres crabes du Dungeness. Les producteurs de la région se rassemblent tous les samedis en centre-ville pour écouler leurs légumes bio, leur miel, leur récolte de champignons, des bois et de baies sauvages. La population démographique est majoritairement composée de hippies qui boycottent les supermarchés Whole Foods au profit de coopératives à échelle locale, chaussent des Birkenstock, tissent des tresses en coton qu'ils vendent sur des marchés artisanaux et confectionnent leur propre beurre d'oléagineux. Parmi les prénoms les plus populaires pour hommes, on trouve Herb et River, et les femmes s'appellent souvent Forest ou Aurora. Quand j'avais 10 ans, nous avons déménagé à 10 km du centre-ville, après les sapinières de Noël et les sentiers de randonnée du parc naturel Spencer Butte, en plein milieu des bois. La nouvelle maison était entourée d'un domaine de 2 hectares
où les troupeaux de dindes sauvages se baladaient en quête d'insectes dans les hautes herbes et où, à l'abri des regards derrière des milliers de pins jaunes et sans le moindre voisin à des kilomètres à la ronde, mon père pouvait passer la tondeuse à poil si ça lui chantait. À l'arrière, ma mère avait planté des rhododendrons dans la clairière de pelouse. Plus loin, le terrain se transformait en collines d'herbes drues et d'argile rouge. L'étang artificiel d'eau boueuse et de limon regorgé de salamandres et de grenouilles que je m'amusais à traquer, capturer et relâcher. Les mûriers sauvages poussaient dans tous les sens au début de l'été, et pendant la saison du brûlis, mon père sortait de grandes cisailles de jardinage pour défricher de nouveaux sentiers entre les arbres, frayant ainsi un circuit dont il pouvait faire le tour avec sa moto tout-terrain. Une fois par mois, il mettait le feu à tous les branchages qu'il avait rassemblés et me laissait presser le bidon de liquide d'ignition pour arroser le bas du tas. Face au bûcher de 2 mètres de haut qui s'embrasait, on admirait ensemble le résultat de son labeur. J'adorais notre nouvelle maison, mais je la détestais aussi. Il n'y avait pas d'enfants avec qui jouer dans le voisinage, pas d'épicerie de quartier ou de parc accessible à vélo. J'étais isolée, seule et enfant unique. Je n'avais personne d'autre vers qui me tourner que ma mère. Coincée avec elle au milieu des bois, j'étais ensevelie sous l'attention et le temps qu'elle me consacrait. Une dévotion qui, je l'ai compris plus tard, était un privilège heureux qui ne venait pas sans ses conséquences envahissantes. Ma mère était une femme d'intérieur. La construction du foyer familial était toute sa vie depuis ma naissance, et si elle était vigilante et protectrice, elle n'était pas débordante d'affection. Elle était loin de la maman poule que j'enviais à la plupart de mes amis. Une maman poule est une mère passionnée par tout ce que son enfant lui dit, même lorsqu'il est impossible que cet intérêt soit sincère, qui vous emmène illico chez le docteur au moindre bobo, qui vous affirme qu'il est juste jaloux si quelqu'un se moque de vous, et vous êtes toujours belle à ses yeux, même si ce n'est pas le cas, ou bien qui s'extasie devant les cadeaux pourris que vous lui offrez à Noël. Moi, à chaque fois que je me faisais mal, ma mère se mettait à hurler. Pas d'effroi, c'était bien moi qu'elle engueulait. Je ne comprenais pas. Quand mes amis se blessaient, leur maman poule les ramassait et leur promettait que tout allait bien se passer, ou alors elle les conduisait tout de suite chez le médecin. Les familles blanches passaient leur temps chez le médecin. Mais si je me blessais, ma mère était furieuse, comme si j'avais intentionnellement dégradé sa propriété. Une fois, alors que je grimpais à l'arbre dans le jardin, la branche dont je me servais comme appui a cédé sous mon pied. J'ai glissé sur 60 centimètres, ripant la peau de mon ventre nu sur l'écorce en tentant de me rattraper, avant de faire une chute d'1,80 m avec un atterrissage raté. Larmes, chevilles foulées, t-shirt déchiré, ventre égratigné et en sang de tous les côtés, je n'ai pas été dorlotée dans les bras de ma mère, puis emmenée voir un professionnel de santé. Au lieu de ça, elle a foncé sur moi comme une nuée de corbeaux. Combien de fois maman t'a dit de ne pas monter dans cet arbre ? Ouma, j'ai mal à la cheville, ai-je sangloté. Il faut aller à l'hôpital. Elle a surplombé mon corps, recroquevillé en poussant des cris stridents, alors que je me tordais de douleur sur des feuilles mortes. J'aurais juré avoir senti quelques coups de pied dans le tas. Maman, je saigne. Arrête de me gronder. C'est ça que tu voulais, une cicatrice à vie. Aïe, tiens-moi, Lilia. J'en suis désolée, d'accord ? Pardon. Je me répandais en excuses ponctuées de sanglots, théâtraux, de grosses larmes et de gémissements octés. Je me traînais vers la maison en rampant sur mes coudes, agrippée aux feuilles mortes et à la terre sèche pour tirer ma jambe inerte vers l'avant. Aïgo, douesso, ça suffit. Qui aime bien châtie bien. C'était un amour brutal, d'une force industrielle. Un amour musclé qui ne laisse pas de place à la moindre faiblesse. L'amour qui voit ce qui est mieux pour vous avec 10 coups d'avance et qui se fiche que vous ayez mal en attendant. Quand je me blessais, ma mère le ressentait dans sa chair, comme si ma douleur était sienne. Elle n'était coupable que de trop m'aimer. Je ne m'en rends compte que maintenant, avec le recul. Personne au monde ne m'aimera jamais autant que ma mère, et elle ne manquait pas de me le rappeler. Arrête de pleurer. Garde tes larmes pour quand ta mère sera morte. C'était un proverbe récurrent à la maison. À la place des dictons américains qu'elle n'avait jamais appris, elle inventait les siens. Maman est la seule qui te dira toujours la vérité, parce que maman est la seule qui t'aime vraiment. Parmi mes premiers souvenirs, je la revois m'ordonnant en toutes circonstances de réserver 10% de moi. Ce qu'elle voulait dire par là, c'était que malgré les sentiments que l'on éprouve pour quelqu'un, ou malgré tout l'amour que l'on pense recevoir d'une personne, il ne faut jamais s'abandonner complètement à l'autre. Réserver 10% de soi, toujours, pour avoir de quoi retomber sur ses pieds. Même avec ton papa, je garde des réserves, ajoutait-elle. Ma mère essayait constamment de me façonner selon l'idéal de perfection qu'elle imaginait pour moi. Quand j'étais bébé,
Elle me pinçait le nez car elle craignait qu'il ne devienne plat. En primaire, estimant que j'étais trop petite, elle m'ordonnait tous les matins, avant d'aller à l'école, de m'agripper à la tête de lit et tirer sur mes jambes dans l'espoir de les allonger. Si je plissais le front ou souriais de toutes mes dents, elle lissait ma peau du bout des doigts et m'intimait d'arrêter de fabriquer des rides. Si je marchais le dos voûté, elle poussait sa paume entre mes omoplates et exigeait « Ok, Pico, redresse-toi ». Obsédée par les apparences, elle passait des heures devant la chaîne de téléachat qu'elle appelait pour commander des après-shampoings purifiants, des dentifrices spécialisés, des gommages à l'huile de caviar, des sérums, des crèmes hydratantes, des lotions toniques et des crèmes anti-rides. Elle avait une foi inébranlable en l'efficacité des cosmétiques portant le label de la chaîne QVC et un zèle digne d'une adepte de la théorie du complot. Il suffisait de remettre en question la légitimité d'un produit pour qu'elle bondisse et en prenne la défense. Ma mère croyait dur comme fer que le tube de Super Smile éclaircissait les mailles de 5 tons et que le coffret de 3 soins Belle Peau du docteur Denez ôtait 10 ans à n'importe qui. Son meuble de salle de bain était un îlot de flacons en verre et de pots teintés à partir desquels elle trempait, tapotait, frottait, massait et lissait des crèmes sur son visage, suivant religieusement une routine en 10 étapes qui impliquait un appareil à micro-courant pour électrocuter les rides. Tous les soirs, depuis le couloir, j'entendais le son de ses paumes plaquées sur ses joues et le bourdonnement des pulsations électriques censées resserrer ses pores quand elle le passait avec énergie sur sa peau avant d'appliquer des couches et des couches de cosmétiques. Pendant ce temps, les cartons de lotion tonique proactive s'entassaient au fond du placard sous vasque de ma salle de bain et les poils de ma brosse nettoyante Clarisonic restaient secs et intacts. J'étais de nature trop impatiente pour me plier au régime qu'essayait de m'imposer ma mère, une source de tension qui n'a fait qu'amplifier à mon adolescence. Son perfectionnisme était rageant et sa minutie un mystère. Elle était capable de conserver un vêtement pendant 10 ans dans un état impeccable, comme s'il n'avait jamais été porté. Ses manteaux n'avaient jamais la moindre peluche, ses pulls ne connaissaient pas les bouloches, le vernis de ses chaussures en cuir ne se rayait pas, tandis que je m'attirais ses réprimandes incessantes à force de détruire ou de perdre du jour au lendemain mes affaires, même celles auxquelles je tenais le plus. Elle appliquait cette méticulosité à l'entretien de la maison, toujours immaculée. Elle passait l'aspirateur quotidiennement, et une fois par semaine, elle me faisait dépoussiérer toutes les plaintes au plumeau, pendant qu'elle arrosait le parquet d'huile et l'astiquait au chiffon. Entre mon père et moi, elle devait avoir l'impression de cohabiter avec 2 gros bébés, s'étant donné pour objectif de détruire son univers parfait. Quand ma mère piquait une crise à cause d'un rien de désordre, mon père et moi suivions vaguement son regard sans avoir la moindre idée de ce qui était sale ou mal rangé. Si l'un de nous renversait quelque chose sur le tapis, elle réagissait comme si nous y avions mis le feu. Instantanément, elle lâchait un gémissement de douleur, se précipitait dans le placard sous l'évier où se trouvaient les flacons de spray détachant moquette miracle vus à la télé, et elle nous repoussait dans un coin de la pièce, par crainte que nous n'élargissions la souillure. On restait les bras ballants de gêne, à la regarder sottement alors qu'elle épongeait et vaporisait nos bêtises. L'enjeu est monté d'un cran quand ma mère s'est mise à collectionner diverses petites babioles précieuses et délicates. Chaque assortiment avait son lieu d'exposition dédié. Les théières multicolores miniatures Mary Engelbreit sur les étagères du couloir, les figurines de danseuses en porcelaine sur la crédence de l'entrée, celle en 3e position avec ses 2 doigts en moins, rappel quotidien des conséquences de ma sottise, les maisons en bleu de Delft remplies de jeans néerlandais sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, dont les bouchons en liège renfoncés avec ivresse rappelaient à mon père la sienne. Des animaux en cristal Swarovski décoraient les étagères en verre de l'armoire du séjour. À chaque anniversaire ou Noël, un nouveau signe, un porc-épic ou une tortue rutilant trouvait sa place sur le pan de mur, ajoutant à la lumière iridescente qui se déployait dans le salon au petit matin. Ces règles et ces exigences étaient épuisantes, mais si je choisissais de m'éloigner d'elles, je me retrouvais isolée et unique responsable de mon propre divertissement. Ainsi, ai-je passé toute mon enfance partagée entre 2 impulsions. Celle de céder aux lubies de garçon manqué qui m'attiraient les réprimandes de ma mère, et celle de m'accrocher à ses jupons, en quête éperdue de son approbation. Parfois, quand mes parents me laissaient à la maison avec une babysitter, j'alignais les figurines sur un plateau et je lavais soigneusement chaque animal dans l'évier avec du liquide vaisselle, puis je les séchais avec de l'essuie-tout. J'époussetais ensuite les étagères, j'en nettoyais le verre au spray Windex et je faisais de mon mieux pour tout réarranger de mémoire, avec l'espoir qu'à son retour, ma mère me récompense de son affection. J'ai développé cette obsession du ménage comme sorte de rituel protecteur à chaque fois que je ressentais l'ombre d'un abandon,
dont la perspective tourmentait mon imagination enfantine. J'étais hantée par les cauchemars et par une paranoïa aiguë à l'idée que mes parents puissent mourir. Je craignais les cambrioleurs qui entreraient par effraction dans notre maison et je visualisais leur meurtre dans les détails les plus atroces. S'ils tardaient à rentrer le soir, j'étais convaincue qu'ils avaient eu un accident. J'étais tourmentée par ce rêve récurrent où mon père, frustré par les embouteillages, empruntait un raccourci qui n'en était pas un et qui conduisait leur voiture par-dessus le rebord du Ferry Street Bridge pour les éjecter dans la rivière Willamette où ils se noyaient, faute d'avoir pu ouvrir les portières du véhicule immergé. À en juger par sa réaction positive à la routine hebdomadaire du plumeau et des plaintes, j'avais conclu que si ma mère trouvait à son retour une maison plus propre encore, elle me promettrait de ne jamais plus partir sans moi. Ma piètre tentative pour l'amadouer. Une fois, pendant des vacances à Las Vegas, mes parents m'ont laissé à l'hôtel pendant quelques heures pour profiter des casinos. J'ai passé tout ce temps à ranger la chambre, à organiser leurs bagages, à essuyer les surfaces avec une serviette à main. J'avais tellement hâte qu'ils rentrent et voient tout ce que j'avais accompli. Je suis restée assise sur le lit d'appoint, souriant à la porte dans l'attente de leur réaction. Je n'avais évidemment pas conscience que la femme de ménage viendrait au matin. À leur retour, puisqu'ils ne remarquaient aucun changement, je leur ai fait la visite des lieux, attirant leur attention sur mes bonnes actions, une par une. J'attendais désespérément la moindre occasion qui me permettait de briller. Et dans ma quête de validation, j'ai découvert que notre goût pour la nourriture coréenne faisait non seulement office de lien mère-fille, mais constituait aussi une source pure et durable d'approbation maternelle. C'est au Noryeonjin Fish Market, lors de vacances d'été à Séoul, que cette notion a pris toute son ampleur. Noryeonjin est un marché de grossistes où l'on peut choisir des poissons et crustacés encore vivants dans des aquariums, puis les faire préparer dans les restaurants à l'étage. Ma mère et moi étions avec ses deux sœurs, Nami et Eunmi. Ensemble, elles avaient sélectionné des kilos d'ormeaux, de Saint-Jacques, de concombres de mer, de céréales à ceinture, de poulpes et de crabes royales, le tout à manger cru ou ébouillanté dans des soupes pimentées. À l'étage, notre table s'est immédiatement retrouvée ensevelie de coupelles à banchan qui encerclaient le brûleur à butane destiné à accueillir notre bouillon. Le sanakji est arrivé en premier, un plat de pieuvre découpé vivante. Dans l'assiette pleine, des tentacules gris et blancs frétillaient, fraîchement amputés de leur tête, et chaque ventouse continuait à palpiter. Ma mère en a pris un, l'a trempé dans le gochujang et le vinaigre, l'a déposé entre ses lèvres et l'a mâché. Puis elle m'a regardé et a souri devant ma bouche bée. « Essaye !» m'a-t-elle encouragée. Le contraste était flagrant avec les autres domaines d'exercice de son autorité parentale. Ma mère était laxiste quand il était question de nourriture. Si je n'aimais pas quelque chose, elle ne me forçait jamais à manger, et si je n'avalais que la moitié de ma portion, elle n'insistait jamais pour que je termine mon assiette. Elle estimait que la nourriture devait être savourée, et qu'élargir son estomac pour le gaver sans appétit était une forme de gâchis. Elle n'avait qu'une seule règle. Il fallait tout goûter une fois. Désireuse d'obtenir son approbation et d'impressionner mes tantes, j'ai pincé le tentacule le plus agité entre mes baguettes, je l'ai trempé dans la sauce comme ma mère et l'ai glissé dans ma bouche. C'était salé, aigre et doux, à peine relevé par le piment du condiment, et très, très caoutchouteux. J'ai broyé le tentacule entre mes dents autant de fois que j'ai pu avant d'avaler, craignant que ces ventouses ne s'agrippent à mes amygdales en chemin. « Bravo, mon bébé !»« Aigo yeppo !» se sont écrites mes tantes. « Joli !» Ma famille applaudissait mon intrépidité. Je rayonnais de fierté, et quelque chose dans cet instant m'a ouvert une porte. Je me suis rendu compte que si j'avais du mal à rester sage, je pouvais en revanche me montrer courageuse. J'ai commencé à me délecter de la surprise des adultes devant mon palais raffiné et du dégoût de mes pères inexpérimentés, grâce à ce qui s'est révélé être un des plus beaux dons de la nature. À 10 ans, je savais décortiquer un homard entier avec pour seul outil un casse-noisette. Je dévorais des steaks tartares, des pâtés, des sardines, des escargots cuits au beurre d'ail. J'avais goûté cru des concombres de mer, des ormeaux, des huîtres. Le soir, ma mère grillait des seiches déshydratées sur un brasero dans le garage et les servait avec un bol de cacahuètes et une sauce à base de pâte de piment rouge et de mayonnaise japonaise. Mon père les déchirait en fines lamelles que l'on grignotait devant la télévision jusqu'à avoir mal aux mâchoires, et je faisais passer le tout avec des petites lampées de la Corona de ma mère. Ni mon père ni ma mère n'ont de diplôme du supérieur. Je n'ai pas grandi dans une maison remplie de livres ou de vinyles. On ne m'a pas familiarisée avec les beaux-arts dès mon plus jeune âge, ni emmené visiter des musées ou assister à des pièces de théâtre dans des institutions culturelles. Mes parents n'avaient pas les noms des écrivains que j'aurais dû lire ou des réalisateurs étrangers dont j'aurais dû voir les films. On ne m'a pas transmis de vieilles éditions de l'Attrape-cœur quand j'étais préado,
ni des vinyles des Rolling Stones, ni aucune matière historique qui aurait pu me faire la courte échelle vers la maturité culturelle. Mais mes parents connaissaient le monde, à leur façon, et avaient découvert ce qu'il avait à offrir à travers leurs nombreux voyages. Si la culture avec un grand C leur faisait défaut, ils compensaient cette lacune par une éducation gastronomique d'une rare finesse, dans laquelle passait leur argent durement gagné. Mon enfance a été riche en saveurs. Boudin, intestin de poisson, caviar. Ils aimaient la bonne chair, la cuisiner, la dénicher, la partager, et j'occupais la place d'honneur à leur table. Chapitre 3. Paupières doubles. Un été sur 2, pendant que mon père restait travailler dans l'Oregon, ma mère m'emmenait passer 6 semaines à Séoul auprès de sa famille. J'adorais aller en Corée, j'adorais la grande ville, la vie en appartement. J'aimais l'humidité de l'air et son odeur urbaine, même si d'après ma mère ce n'était qu'un mélange de poubelles et de pollution. J'adorais le parc en face de l'immeuble de ma grand-mère, les milliers de mémis qui volaient au-dessus de ma tête, et le bruit de leurs ailes bavardes de cigales qui se fondaient avec la rumeur de la circulation nocturne. À Eugene, j'étais coincée au milieu des bois à 10 km du centre-ville et complètement dépendante du bon vouloir de ma mère pour sortir. À Séoul, c'était tout l'opposé. L'appartement d'Almoni se trouvait à Gangnam, un quartier animé de la rive sud du fleuve Han. De l'autre côté du parc, il y avait un complexe commercial avec une papeterie, un magasin de jouets, une boulangerie et un supermarché que je pouvais rejoindre à pied sans supervision. Déjà petite, j'adorais les supermarchés, explorer les différentes marques et leurs emballages brillants et fascinants, caresser les ingrédients et envisager les possibilités. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.